regarder un peu pour la vie à la campagne, notamment tout ce qui relève finalement de pratiques, de gestes, qui sont finalement en relation avec le milieu vivant. Et en 2007, lorsque je suis venu dans la famille de mon épouse découvrir pour la première fois de ma vie l'Algérie, dans ce jardin où ma belle-sœur est en train de cueillir des masrania, j'ai été fasciné par cet objet, cette perche, qui sert, vous savez, donc à les cueillir. Donc cet objet, pour moi, est extrêmement intéressant dans sa conception, dans son design, d'abord parce que, évidemment, il est, comme beaucoup d'objets, une extension du corps vers la réalité du monde, mais il est surtout pensé spécifiquement pour ce fruit, dont on sait qu'il est évidemment délicat de le prendre à pleine main, et surtout de le cueillir en haut des raquettes. Donc voilà, on a un objet d'une très grande simplicité, d'une très grande humilité, mais aussi d'une très très grande intelligence. J'ai parlé hier de ce qui me semble être important en design, c'est-à-dire de penser que le design est pluriel et qu'il y a certes le design industriel, il y a certes un design, on va dire, lié au métier d'art, et certains ou certaines d'entre vous ont réagi hier à l'idée que le design, dans certains cas, peut être lié à une forme de luxe. Mais il y a aussi un design de peu, le design qui est celui, finalement, des formes vernaculaires, toutes les façons dont tous les peuples, partout, inventent des solutions ou des méthodes pour être en relation avec leur milieu. Donc plus spécifiquement, évidemment, aussi, ce qu'on voit très bien dans cette image, ce sont des images que je montre d'ailleurs très régulièrement à mes étudiants, c'est cette façon dont le milieu climatique génère un milieu biologique et comment le milieu biologique vient inventer un milieu technique qui, évidemment, en retour, va influencer le milieu biologique et par définition aussi le milieu climatique. Tout ceci étant lié, on est bien dans la question de la relation au développement durable dont l'ouvrage de Papanek est porteur. Autre chose, mais je reviendrai un petit peu après, c'est aussi cette façon de faire du design spontanément, c'est-à-dire sans le dessin, sans avoir besoin de passer finalement par cette phase que les designers professionnels et les architectes connaissent, qui est la phase, encore une fois, d'élaboration et d'itération, qui très souvent passe par le dessin ou la maquette. Là, c'est un design direct, qui est en relation avec peut-être un savoir transmis oralement d'ailleurs, ou directement par l'expérience, en essayant de tester des méthodes qui vont ensuite être affinées au fur et à mesure dans le nouage des tissus, dans la résistance de ce qui sert ensuite à assurer l'élasticité de la pince. Voilà, alors, pour revenir au titre de cette conférence que j'ai intitulée donc éléments de design situés, le titre est aussi en référence, je dirais ironique, mais sympathique, avec un ouvrage qui date des années 80, qui est l'ouvrage d'une grande théoricienne du design en France, qui s'appelle Danielle Carente, et qui publiait donc cet ouvrage majeur qui a été longtemps enseigné ou distribué aux étudiants en design en France, Éléments de design industriel, qui correspond à une vision du design dont Anne-Marie Sarguet hier a pas mal parlé à travers sa présentation sur l'Institut français du design, c'est-à-dire une orientation du design vers l'industrie, vers un modèle économique qui est celui de l'industrie, vers un développement particulier qui est celui de l'industrie, et dont il me semble qu'aujourd'hui, on peut quand même, sur lequel en tout cas, on peut porter un certain regard critique, c'est-à-dire que certes, il existe des designs variés, pluriels comme je l'ai dit, mais il y a aussi des designs qui sont finalement, d'une certaine manière, antipathiques les uns aux autres, parce qu'ils ne visent pas politiquement les mêmes enjeux. Donc, le design situé, pour le situer précisément, est un design qui n'a pas justement cette volonté de développer une réponse universelle à des problèmes différents à travers le monde entier, comme le design industriel peut avoir l'intention de le faire. L'exemple longuement discuté hier du stylo bic en est un cas, c'est-à-dire comment finalement une solution inventée à un endroit va se diffuser dans le monde entier et par conséquent, certes, apporter une réponse au problème de l'écriture, mais aussi amener une conséquence qui est celui du jetable. On n'a pas abordé hier, mais un bic, ça reste un objet jetable, et cette culture de l'objet à usage unique, on en est évidemment aujourd'hui revenu. Alors, pour resituer donc aussi évidemment les textes fondateurs de cette notion de design situé, Victor Papanek, qui est donc, on va dire, à l'affiche de cette biennale du design, est un auteur important. Marc Bayard, hier, à juste titre, disait aussi les limites d'un tel ouvrage. C'est un ouvrage qui date de 1971, donc évidemment, il a vieilli par certains aspects. Il y a des façons de penser qui sont celles d'un Américain qui regarde
deux mondes qu'il appelle à l'époque, avec le vocabulaire d'époque, le tiers-monde, et qui pense un design certes solidaire, un design engagé, un design social, mais un design aussi évangéliste, avec cette méthode un peu à l'américaine d'aller proposer des solutions dans les pays lointains qui seraient pensées depuis les États-Unis. Cela étant, Papanek, donc on est en 71, donc un an avant le rapport Millet, amène en design cette conscience, cette prise de conscience indispensable de la limitation de nos ressources, de la limitation de la croissance, et il pose donc une question à travers son ouvrage à ses étudiants, qui est celle de penser donc le design dans un monde, encore une fois, limité. Donc cet ouvrage est important, cette notion de design pour un monde réel, on le commente peu, mais ce que dit Papanek à propos du monde réel, c'est l'état réel du monde, ce que disent par ailleurs des anthropologues, et à savoir un état de précarité assez important. Et donc ce design pour un monde réel, c'est un design aussi qui ne s'adresse pas à ceux qui possèdent des moyens, mais qui, n'ayant peu de moyens, doivent aussi pouvoir finalement faire bénéficier des travaux de design. Donc il est traduit récemment, 2021 en France, Design pour un monde réel. Je voudrais ajouter à cet ouvrage qui sert ici, encore une fois, de référence à la Biennale, au thème de la Biennale, un autre ouvrage qui est quasiment contemporain de celui de Victor Papanek, qui est l'ouvrage de Charles Jencks et Nathan Silver. Pour les architectes, peut-être le nom de Charles Jencks est bien connu, puisqu'il fait partie évidemment du théoricien du postmodernisme. Avec cet ouvrage, Adokisme, qui est traduit lui aussi exactement la même année, en 2021 en France, par Adokisme, à travers cette idée du choix de l'improvisation. Pour moi, ce sont deux textes majeurs parce que tous les deux, dans les années 70, ont été vus comme des textes extrêmement marginaux, qui vantaient finalement des formes de savoir vernaculaire. Dans Adokisme, on a cette idée que le design, c'est aussi une forme d'invention spontanée, une forme d'invention bricolée. On est une dizaine d'années après le texte essentiel de Claude Lévi-Strauss sur la pensée sauvage et sur la figure du bricoleur. Donc le bricolage pour Nathan Silver et Charles Jencks est au cœur de leur pensée de l'adokisme. Tout ceci donc pour dire que pour moi, pour continuer dans ces éléments de définition, le design situé serait une forme de design ad hoc, pour reprendre l'expression de Jencks et Silver, c'est-à-dire un design adapté à une situation spécifique, non généralisable, non nécessairement adapté à d'autres objectifs ou situations comparables. Comment essayer de travailler un design qui serait valable à tel endroit, peut-être même à tel moment, puisque ce terme de situation m'intéresse aussi parce qu'il désigne à la fois un cadre temporel et un cadre spatial, les deux étant liés. Et donc, le design situé serait donc un design ad hoc, et donc, encore une fois, qui n'aurait pas de valeur absolue. Alors, ce titre de design ad hoc, je l'ai repris pour ma part dans le nom que j'ai donné à un atelier de prototypage que j'ai monté et financé à l'Université Bordeaux-Montaigne, en jouant sur l'acronyme ad hoc pour parler d'un atelier de design opératoire et coopératif, car comme vous allez le voir à travers les exemples que je voudrais balayer devant vous, pour moi, le design est fondé sur la notion d'opération. Opérer, c'est œuvrer, au sens ancien. C'est opérer, alors on peut l'entendre d'un point de vue aussi bien physique, technique, manuel, que d'un point de vue informatique, l'informatique reposant sur des opérations logiques. Et puis surtout, c'est un design qui repose sur l'idée de coopération, dont il me semble qu'on a désespérément besoin aujourd'hui, c'est-à-dire de œuvrer ensemble, d'œuvrer à plusieurs. Et là, on peut penser aux théories d'un sociologue comme Richard Sennett, qui travaille à la fois sur ce que c'est la main, mais aussi sur la nécessité d'une éthique de la coopération, c'est-à-dire la capacité de savoir vivre dans le dissensus, c'est ce que dit Richard Sennett. Alors, quelques ouvrages pour terminer, encore trois autres ici, pour donner un peu la coloration aussi, alors à la fois des travaux de recherche que je peux conduire à titre personnel, mais aussi des éléments théoriques sur lesquels repose la formation du master en design situé, milieu et matériaux. Les textes de Papanek, de Jencks et Silver des années 70 appartiennent finalement à un moment particulier de l'histoire du design, dont deux théoriciennes du design françaises, qui sont Claire Brunet et Catherine Gell, ont dit qu'il s'agissait d'un tournant anthropologique du design. Cette expression m'intéresse beaucoup parce qu'effectivement, dans les années 70, on a d'un côté des designers, mais aussi des architectes qui s'intéressent à l'ethnologie, à l'anthropologie, et qui vont voir, grâce aux travaux des ethnologues et des anthropologues, ce qui se passe au loin, avec cette curiosité évidemment pour d'autres
société, mais on a aussi d'un autre côté donc, des anthropologues et des ethnologues qui, s'intéressant évidemment aux sociétés humaines, vont aussi s'intéresser à leurs sociétés techniques, c'est-à-dire quelles sont les intermédiaires techniques entre les humains et leur environnement, leur milieu. Donc finalement, il y a dans les années 70 cette espèce de croisement d'intérêts réciproques du design des activités de création pour l'anthropologie et de l'anthropologie pour la façon dont les peuples, encore une fois, créent leurs propres objets. Donc pour en citer trois, mais il y en aurait beaucoup d'autres, aujourd'hui, quelqu'un comme Philippe Descola, qui est une figure majeure de l'anthropologie en France, mais pas seulement, et qui travaille sur le dépassement des dualismes, et notamment du dualisme entre la nature et la culture, qui est finalement une espèce de jeu d'opposition construit culturellement, justement, et dont on a souvent du mal à se débarrasser quand on parle de la relation entre les objets et l'environnement, la sauvegarde de l'environnement. On est toujours un peu empêtré finalement dans cette idée que finalement il y aurait une nature qui serait autour de nous et on sacrifierait par nos activités sans trop savoir où commence finalement l'activité éthique et où se termine celle qui ne l'est pas. Donc je crois que ce dépassement du rapport nature et culture, du dualisme nature et culture est très important. Évidemment, l'anthropologie nous aide à penser au-delà de ce dualisme-là pour penser les relations, les interrelations entre le milieu non humain et le milieu humain, puisqu'on emploie aussi beaucoup ces termes aujourd'hui. Mais c'est aussi le travail d'un anthropologue comme Tim Ingold en Écosse, qui a travaillé sur l'importance du fer, de la fabrication. Marc Bayard en a beaucoup parlé hier, je rejoins évidemment son propos là-dessus. Comment l'acte de fabrication, l'acte de faire, est un moyen d'apprendre aussi, et pas seulement de produire, que ce soit dans les domaines de l'art et de l'architecture, où là on est plus habitué à le faire, mais aussi, dans son cas, en anthropologie ou en archéologie. En ce sens, Ingold fait vraiment figure de, on va dire, de descendant de John Dewey, qui professait, vous savez sans doute, le learning by doing, donc comment apprendre en faisant. Et cette méthodologie, d'un point de vue pédagogie, moi, me semble absolument nécessaire. Enfin, dernière chose, parce que j'ai évoqué, mais il me semble que le design est toujours politique, qu'on le veuille ou non. On a des anthropologues comme Anna Tsing aux États-Unis aujourd'hui, qui travaillent sur la globalisation, qui travaillent sur les effets de la globalisation, sur le rapport entre nos consommations courantes, quotidiennes, et puis à l'autre bout de la chaîne, la provenance des produits, des objets, des matériaux. Comment finalement des grandes marques de meubles, suédoises par exemple, qui vendent des mobiliers qui plaisent à beaucoup, contribuent assez largement à la déforestation. Ces questions-là, elles sont prégnantes. On peut avoir évidemment beaucoup d'intérêt à acheter son meuble le moins cher possible et dans des conditions pratiques qu'on connaît bien, mais on peut aussi réfléchir à la façon dont ceci a des incidences évidemment sur les milieux forestiers. Donc le travail de Anna Tsing, qui ne porte pas sur Ikea, mais sur les forêts de Bornéo, par exemple, dans Friction, nous montre bien combien les chaînes d'approvisionnement sont aujourd'hui aussi des questions absolument essentielles si on veut penser de manière plus systémique le design. Voilà, alors je voudrais maintenant passer aux exemples concrets. Il y en a moins que ceux que je vous indique ici dans cette carte, mais je vais en balayer 4 ou 5 rapidement ce soir devant vous pour essayer maintenant de donner corps à cette notion de design situé. Comme vous le voyez, ce sont des projets plutôt conduits donc, en région bordelaise, Bordeaux en France c'est ici, ou l'estuaire, et puis éventuellement dans le sud-ouest de la France. Mais je voudrais commencer par un projet un petit peu plus lointain, à la fois dans le temps pour moi et dans l'espace, puisqu'il se situe donc en Crète, à Ania, et c'est un projet alors, qui n'est pas de mon initiative ici, mais auquel j'ai participé dans le cadre de mes recherches en thèse d'architecture en 2013. C'est un projet d'un workshop organisé par 7 architectes, et j'en profite donc pour dire, parce que je sais qu'il y a des architectes dans la salle, que ce qui m'intéresse aussi, c'est cette relation, on va dire, historique entre le design et l'architecture. 7 architectes de l'Université de Columbia à New York qui avaient organisé en 2013 un workshop sur la programmation et le do-it-yourself, et on va le voir aussi une forme d'improvisation sur le site du workshop. Alors, ce workshop prenait lieu dans un espace bien particulier qui est, en l'occurrence, le son ici n'est pas très important, la vidéo dure très peu de temps, simplement une illustration donc, de
un site qui est donc au centre de la ville de Ania, en Crète, un site qui est un délaissé urbain dans lequel la végétation, comme vous voyez, a repris ses droits, comme on aime à le dire, et sur lequel a poussé un eucalyptus centenaire qui est devenu le lieu du workshop, le site même du workshop. Alors ce workshop a une double finalité, avait une double finalité, un double objectif, suivant la méthode de travail de ces 7 architectes qui travaillent en coopération. Il s'agissait en un mois, donc c'est un workshop assez long, d'une durée assez longue d'1 mois, de produire parallèlement une architecture et un film. C'est assez ambitieux évidemment en un mois, mais il s'agit évidemment de penser plutôt, on va dire, un décor architectural, une situation de décor architectural, un espace architecturé au service d'un film, d'un court-métrage qui a été réalisé dans ce cadre-là, avec une sorte de pensée siamoise du design ici, le projet de design étant à la fois une architecture pensée pour un film et un film qui détermine de manière cinégénique les caractéristiques d'une architecture. On va plutôt parler, comme vous le verrez, d'une structure ou d'une sculpture architecturale plutôt que d'une architecture, évidemment. Alors, un scénario mythopoétique fondé sur la figure d'Ariane, mais un scénario aussi politique, puisque le choix du site de la Crète était aussi intéressant dans ces années-là, en 2013, pour parler de la situation défensive de l'Europe, aux frontières méditerranéennes, basses de l'Europe, comment cette relation complexe entre le Sud et le Nord est aussi, d'une manière politique, organisée pour tenter de dissuader les passages, dans un sens plutôt que dans l'autre. Donc ces éléments-là étaient présents, on va dire, dans le scénario du workshop. Je vous montre très rapidement 2 captures d'écran du film, juste pour vous dire, partir du résultat pour aller sur le processus. Le film donc, mettait en scène, comme je vous l'ai dit, une structure de type architectural, réalisée en un mois dans le temps du workshop, construite autour de l'eucalyptus que vous avez vu tout à l'heure, et qui devenait dans le film une structure labyrinthique pour Ariane. Alors le flou de l'image est volontaire, il s'agissait d'un objectif particulier qui permettait de filmer avec cette dégradation de l'image sur les contours pour donner aussi à la fiction, filmer un caractère un peu énigmatique, voire bizarre. Alors pour revenir à la situation, puisque je parle de design situé, la situation est celle de la ville de Ania, en Crète, qui est une ville ancienne avec plusieurs couches civilisationnelles, donc turque, byzantine, vénitienne et grecque évidemment. Tout ceci donnant un palimpseste urbanistique assez intéressant avec des monuments, des bâtiments de toute époque, mais plus particulièrement, on les voit ici, des restes de remparts vénitiens du XVe siècle, sur lesquels, on le voit dans cette image, on a une tour de guet qui a été conservée, qui est restée intacte, et puis un élément de rempart qui est le site même donc, du workshop que je vous ai montré à travers la courte vidéo tout à l'heure. Une autre vidéo pour vous montrer un point de vue depuis l'arbre, depuis l'eucalyptus, qui est devenu l'espace de travail du collectif. Voilà, sur ce panoramique à 360 degrés, on voit un peu le site lui-même, ce rempart inaccessible. Alors à l'époque, complètement délaissé par les habitants de la ville, parce que l'accès se fait par un musée historique qui donne par sa porte arrière sur ce rempart, donc il n'était pas prévu pour
donc ce DLC va devenir le site même du workshop. Alors, comme tout workshop, il s'agit donc d'un travail, d'un atelier organisé à destination d'étudiants donc de l'école d'architecture de la Columbia New York, qui sont venus travailler ici autour de François Roche, l'architecte à l'époque sur lequel personnellement je travaille dans le cadre de ma thèse. Ce qui m'intéresse à cette époque-là, c'est la relation entre l'architecture et le cinéma. Alors évidemment, le contexte du workshop m'intéresse beaucoup, son programme m'intéresse, mais aussi les outils, les moyens de travail sur site sont pour moi des moyens intéressants de penser la relation entre cinéma et architecture, notamment parce que sur un site aussi complexe que ce terrain accidenté, cet arbre qui évidemment, comme tout arbre, n'a pas intérêt ni envie de pousser droit, il s'agit de comprendre le site, de le comprendre par les moyens d'un scanner 3D, alors qui n'est pas à l'époque un scanner 3D comme on le connaît aujourd'hui, assez sophistiqué, de type LIDAR et qui sont embarqués dans pas mal d'outils nomades, mais plutôt un bricolage, justement un do-it-yourself, une invention. Là aussi, on peut aussi faire du bricolage avec le numérique s'y prête assez bien, notamment avec l'utilisation d'une Kinect, d'un capteur de jeux vidéo qui sert à obtenir des images qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire ce qu'on appelle un nuage de points, qui va permettre à partir de là de travailler en 3D sur des logiciels. Merci de baisser le son. Merci. Pour l'instant, voilà, le son n'est pas important. Là, je voulais vous montrer donc, des images du travail des étudiants qui ont travaillé dans le cadre de ce workshop sur des formes de design paramétrique, donc conception d'une structure architecturale sur la base donc, de ce site accidenté et développement ensuite d'un modèle 3D qui va ensuite devoir être fabriqué. Donc c'est sur cet aspect-là essentiellement d'ailleurs que je veux parler ici, puisque ce qui m'intéresse c'est comment à partir d'un modèle 3D qu'on peut dessiner finalement n'importe où, de chez soi même, ici ce qui fait site, ce qui fait situation, c'est finalement la production elle-même. Donc la production, elle dépend de l'offre évidemment locale. Donc la construction de la structure en métal va être réalisée dans un atelier de serrurerie. Au moyen, vous voyez des gabarits qui ont été édités à l'échelle 1, qui vont être amenés dans cet atelier de serrurerie. Donc le cintrage qui permet de réaliser pièce par pièce dans ce modèle paramétrique non standard, c'est-à-dire qu'aucune des pièces n'est identique à l'autre, c'est ça aussi qui est intéressant par rapport à l'idée du design initial. Là on a un design qui fait que les éléments de cette structure sont tous finalement uniques dans leur dessin, dans leur conception. Et il va donc falloir sur site évidemment repérer chacune des pièces contribuant à la réalisation de cette structure pour permettre leur mise en place sur le chantier. Donc on a d'un côté une réalisation de la structure en métal, et puis un deuxième aspect, je vais passer assez vite, donc voilà la structure assemblée autour de l'arbre, créée autour de l'arbre, pour les besoins du film, encore une fois en pensant à tout ce qui va être de l'ordre de l'image filmée ensuite. Puis ensuite, on a une partie de l'équipe qui va travailler dans un atelier d'un artisan qui pratique la poterie, la céramique à Agnan, en Crète, donc plutôt à des fins de production locale, pour venir travailler sur sa boudineuse, donc la machine qui sert à malaxer la terre, puis ensuite en tirer des boudins, découper donc avec une machine CNC une pièce qui permettra, comme on va le voir, donc de venir produire en série des tuiles. Donc c'est-à-dire venir détourner par un bricolage là aussi sur site un outil de travail, venir le réadapter à une intention architecturale et filmique, en venant donc éditer pour gagner du temps aussi, être dans les contraintes du workshop, éditer des pièces qui vont pouvoir ensuite être cuites, émaillées, et finalement donc installées sur cette structure. Alors, je passe très vite parce que j'ai d'autres exemples que je voudrais vous montrer. Je ne sais pas au niveau du temps, je n'ai pas du tout de repère temporel. Je ne sais pas si vous pouvez me donner un repère, ça me permettra de le voir un peu sur les images suivantes. Encore une demi-heure. Ok, merci.
Donc, dans ce cas-là, dans ce premier exemple, vous avez donc un workshop qui amène donc à une production, encore une fois, spécifique d'une structure dans le cadre d'un scénario, c'est-à-dire avec la finalité, on va dire, de la réalisation d'une fiction, mais comme toute fiction, comme toute production cinématographique, évidemment, ce qui est intéressant, c'est la part extrêmement concrète du cinéma. Finalement, le cinéma n'est jamais virtuel, il est toujours inscrit dans la réalité, dans le monde réel, et surtout, il peut, comme c'est le cas ici, venir finalement explorer la richesse des possibilités techniques offertes par un contexte, par une situation géographique particulière. Donc cette notion d'improvisation, c'est-à-dire de dialogue avec le réel, elle est dans ce premier exemple, il me semble, assez parlante. Alors je voudrais montrer maintenant un deuxième exemple assez différent, qui est mené cette fois-ci depuis la France, donc en France, avec un collectif enseignants-chercheurs et enseignants de l'université Bordeaux-Montaigne, conduit par un de mes collègues qui s'appelle Pierre Baumann, qui est professeur des universités en arts plastiques, qui en 2018 nous invite avec des étudiants de master et de doctorat en arts plastiques pour une résidence d'une semaine dans un centre d'art à Pau, dans le sud de la France, pour un workshop donc, qui va s'intituler le Radeau. Pau, c'est une ville du sud, loin de la frontière espagnole, en France, qui est à 200 km environ de Bordeaux, qui se situe donc dans la région du Piémont pyrénéen, donc au pied de la très belle vallée d'Ossau. Et le workshop se déroule au mois de décembre 2018, donc on est dans une période où je ne crois pas encore il y a un peu de neige. Et ça sera donc dans un centre d'art intitulé Le Bel Ordinaire, qui accueille des artistes, des graphistes, notamment en résidence, plutôt orientés vers le design graphique, qui réalisent des expositions et puis qui accueille, comme c'était notre cas, des équipes comme ça de travail constituées d'étudiants et d'enseignants. Donc, toujours dans cette démarche coopérative, ici, l'invitation à participer au workshop se fonde sur un ouvrage dont mon collègue Pierre Baumann avait décidé entre 2016 et 2019 de faire un programme de recherche à l'université intitulé Moby Dick Project, qui partait du roman d'Herman Melville, donc Moby Dick ou Le Cachalot, pour tirer de ce livre du 19e, pardon, 1851, tirer de ce livre donc une espèce de métaphore de notre société aujourd'hui, c'est-à-dire une société très très largement construite sur deux choses: la prédation des milieux naturels. Moby Dick, c'est quand même une histoire de chasse intensive à la baleine. C'est une histoire de conversion finalement des milieux vivants en milieux techniques. Les baleines deviennent ensuite des barils-vues qui serviront à alimenter des lampes, etc. Et puis Moby Dick, c'est aussi quand même une aventure technique, parce que sur le PECO, sur le bateau, évidemment, il se passe des tas de choses. Il y a des corps de métier, on fabrique des objets, on fabrique des harpons, on répare des chaloupes, on tisse des cordes, on débite les baleines pour en cuire la graisse, etc. Donc, c'est un ouvrage assez intéressant qui mêle à la fois le processus, on pourrait dire, d'industrialisation et puis des métiers, des savoirs artisanaux. Donc, sur cette base-là, Pierre Baumann nous invite à aller ensemble à Pau, travailler en résidence sur la base d'un titre, Le Radeau, et cette question: qu'y a-t-il après l'épilogue de Moby Dick? Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas lu Moby Dick se termine mal. Pour le PECO, le bateau, et le capitaine Akkad qui le pilote et qui cherche à chasser Moby Dick, la baleine. Le seul à réchapper du naufrage s'appelle Ismaël, c'est le narrateur, qui en sort vivant grâce à quoi? Un cercueil qui était normalement prévu sur le bateau pour évidemment envoyer au fond les hommes décédés lors du voyage, et qui va devenir, ce cercueil, finalement, dans une logique tout à fait adotiste, la planche de salut du narrateur. Donc le Radeau, c'est un workshop qui nous a amené à produire en une semaine l'ouvrage que vous voyez là. Donc on a auto-publié en une semaine un ouvrage édité à 200 exemplaires qui réunissait l'ensemble des recherches conduites pendant cette semaine par les enseignants et les étudiants, collectivement, coopérativement, autour de cette invitation à penser finalement le naufrage. Qu'est-ce que c'est que le naufrage? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui le naufrage dans une société dont on voit bien qu'elle est évidemment menacée? Alors, deux projets principaux, je ne passe pas en détail tous les projets, mais un premier consistait à penser un radeau
un radeau de glace, puisqu'on était au mois de décembre et qu'on était dans un milieu naturel qui s'y prêtait. Un radeau de glace conçu sur la base, évidemment, des proportions d'un cercueil, un corps humain, donc, on va dire, produit comme une sculpture éphémère, ici, grâce à un coffrage de bois, et permettant ensuite de lâcher ce radeau dans le torrent de la vallée de Sceaux. Et puis un autre projet très différent, mais là aussi, on va dire, inventé par la situation, le lieu, Pau, cette ville, une fois en limite de vallée et de montagne. Pau a une particularité, c'est qu'on y trouve le plus grand village Emmaüs de France. Les centres Emmaüs en France, vous le savez sans doute, ce sont ces centres qui ont une vocation sociale, qui font travailler les gens dans la perspective d'un retour à l'emploi en bénéficiant des dons, des gens qui donnent leurs objets dont ils ne veulent plus, pour essayer de les vendre ensuite chez Emmaüs. Alors ce village d'Emmaüs, encore une fois, est assez spectaculaire, il est très grand, on y trouve une quantité de choses invraisemblables, des objets perdus, des objets délaissés, des objets à la dérive. On y trouve des tas de choses, donc on se rend dans ce lieu avec le souci de regarder ce lieu comme justement une espèce de grenier dans lequel on va pouvoir faire des trouvailles. Alors que ce soit des rames, évidemment, dans le thème du radeau, des planches à voile, mais aussi beaucoup d'objets flottants. Finalement, on sait aujourd'hui tout et tous que le problème des océans et des mers, c'est le plastique. Et le plastique est un problème, certes. Ça peut être aussi une solution, puisqu'on sait que le plastique flotte. Donc, par certains aspects, on peut essayer d'y voir un espoir aussi. En tout cas, on recueille ce que nos moyens nous permettent, c'est-à-dire des quantités de bidons abandonnés chez Emmaüs, de toutes sortes. On n'est pas loin de Lourdes. Ça explique la présence de cette Sainte Vierge en plastique. Et de ces contenants en plastique, on va décider avec les étudiants de travailler à la conception des copes. Les copes, c'est un peu comme la pince pour les filles de Barbarie. Pour moi, un très très bel exemple de design ad hoc. Quand on est sur un bateau et qu'il faut se libérer de l'eau qui envahit le bateau, les copes, c'est cet objet de survie fabriqué souvent avec les moyens du bord, mais très souvent avec des objets en plastique, qui va permettre de rejeter l'eau à l'extérieur. Donc on invente des écopes et puis on en tire des images, comme des symboles finalement d'une société noyée sous des objets et qui ne sait pas quoi en faire. Et puis on utilise aussi deux techniques, puisque c'est intéressant de penser une technodiversité. J'aurai peut-être l'occasion de le dire tout à l'heure ou en conclusion au moment des questions, mais pour moi, ce qui peut être une préservation de la biodiversité, c'est la préservation de la technodiversité, les deux étant liés. Donc on utilise des objets qui permettent par exemple de scanner certains objets, d'en tirer des images, de faire de ces objets des objets un peu différents, un peu plus énigmatiques, des objets flottants, des objets entre nuit et jour, des objets qui vont nous servir à réaliser des petits films d'animation, de cinéma, qui montrent comme ça, de manière un peu tragique, des objets flottants, comme on en voit malheureusement dans les océans un peu trop, et qui apparaissent et qui disparaissent, mais qui sont toujours là. Et voilà, le radeau nous amène à travailler l'objet, mais pas forcément ici dans une perspective d'usage, mais plutôt dans une perspective métaphorique de réflexion sur les objets qui existent déjà. Ce qui est aussi une manière de faire du design, finalement. Reconnaître le fait que notre monde est plein d'objets et refuser d'en faire davantage, c'est ce que dit Papanek. Finalement, on n'a peut-être pas besoin d'ajouter des objets inutiles à tous les objets inutiles qui nous manquent. C'est plutôt la question de savoir qu'est-ce qu'on peut en faire d'autre. Alors, ça, c'est une suite au premier workshop, mais qui n'est pas un workshop, c'est pour ça que c'est plutôt un projet de recherche ici, qui consiste à mener une étude de terrain, puisque à la suite de notre passage à Pau, avec une petite équipe, nous décidons aussi de nous rendre au Pays Basque espagnol, à Pasaia, très exactement, Pays Basque espagnol, parce que le Pays Basque espagnol est, dans son histoire, très intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à la chasse à la baleine. Donc, on est parti de ce roman de Melville pour aller finalement à la limite vraiment espagnole du Pays Basque et de la France, à Pasaia, qui signifie passage, qui est un port baleinier, un ancien port baleinier, depuis lequel les Basques, depuis très très longtemps, chassent la baleine, d'abord dans le golfe de Gascogne, dans le sud-ouest de la France, mais aussi petit à petit, au cours des siècles, notamment au XVIe siècle, XVIIe, XVIIIe, jusqu'en haute mer avec des pêches au curé. Ça, c'est le port de Pasaia, c'est un très beau port
enclavé dans le paysage basque espagnol, donc dans les montagnes basques. Et dans ce petit port, on voit ici un chantier naval sur lequel je voudrais maintenant venir, qui est ce chantier naval un peu particulier qui s'appelle la Factoria Albaola, qui est un chantier dans lequel finalement des charpentiers, spécialistes de charpenterie navale, reconstruisent à l'identique un bateau baleinier du XVIe siècle. Donc on va avec mes collègues visiter ce chantier, encore une fois toujours dans le cadre du Moby Dick Project, avec cette idée de montrer le lien entre le texte de Melville et puis ce qu'est aujourd'hui aussi une certaine réalité, notamment de notre paysage régional. On considère que le Pays Basque est dans la région Nouvelle-Aquitaine, en France. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi des liens entre les régions, puisque penser localement, c'est évidemment important quand on veut penser notamment l'écologie, mais cette pensée locale, elle est toujours liée au lointain, finalement. C'est aujourd'hui difficile de penser le local sans penser aussi le lointain. Et le Pays Basque est lié, par exemple, au Labrador, aux côtes canadiennes, parce qu'en 78, des archéologues découvrent justement une épave de bateau basque au fond de la mer, à 10 mètres de profondeur, pas très profonde. Et cette épave, c'est l'épave du San Juan, un bateau basque venu jusqu'au Labrador, donc au XVIe siècle, pour pêcher les baleines. Les archéologues font des relevés, donc avec beaucoup de pièces extrêmement bien conservées, 1978. Pendant 8 ans, ils vont donc énumérer toutes les pièces du bateau, reconstituer donc cette maquette à l'envers. D'habitude, on fait des maquettes quand on est architecte, mais là, on crée une maquette de la ruine. C'est aussi une forme de prototypage très intéressant qui permet de comprendre le bateau. Les archéologues, pendant 15 ans, vont étudier les moindres pièces pour comprendre exactement toutes les techniques de fabrication au XVIe siècle, savoir quel était le savoir-faire des charpentiers navals à l'époque. Et donc, en 2013, Xavi Agoté, qui est un charpentier naval basque, décide de lancer le chantier de l'Albaola, la reconstitution de ce baleinier qui est à cet état-là aujourd'hui. On l'a visité il y a quelques semaines au Pays Basque, et le bateau en est là, donc il n'est pas loin de sa finition, il est encore loin de sa finition, mais disons qu'il y a 11 ans que le bateau est construit, peu à peu, pièce par pièce, exactement à l'identique de son modèle. Et donc, de cette découverte avec mes collègues, je décide, moi, de développer un travail plus personnel de recherche sur la charpenterie navale, qui m'intéresse beaucoup, parce que je m'intéresse au prototypage, au processus de construction, comme vous l'avez vu avec le workshop en Crète. La particularité de la charpenterie navale basque, c'est qu'elle repose sur un savoir oral qui est transmis sans dessin. Il n'y a pas de dessin préalable du bateau. Le bateau est dessiné directement sur les pièces de bois à partir de gabarits. Les gabarits en contreplaqué que vous voyez ici. Ces gabarits sont des mesures qui servent à déterminer le profil du bateau. Et ce sont des gabarits qui vont surtout servir à tailler les pièces de bois qui serviront à faire différents éléments du bateau. Et donc ça nous amène de Pattaya un peu plus au sud, à Sakana, la forêt de Sakana, qui est à 70 km au sud de Pattaya, pour voir comment les charpentiers vont, avec les forestiers qui cultivent la forêt à des fins de construction navale, vont repérer grâce aux gabarits des arbres qui serviront à construire les bateaux. Donc cette partie-là m'intéresse beaucoup, comment historiquement, 16e, 17e, mais jusqu'au 19e siècle, on a des ouvrages qui attestent de la façon dont on pense finalement les arbres comme des bateaux en puissance, des bateaux virtuels. On a même des traités qui expliquent comment configurer la pousse des arbres pour obtenir les pièces que l'on souhaite. C'est-à-dire finalement œuvrer à une nature qui n'est plus naturelle, mais qui est donc déformée, pour aboutir en 30 ans, 40 ans, 50 ans, Marc Bayard parlait du temps long hier, aboutir à un projet de construction navale. Alors ce qui est très beau aujourd'hui, quand on va dans la forêt de Sakana, c'est que des arbres qui ont 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, et qui n'ont pas été utilisés pour la construction, restent donc ces arbres tordus, qui ont été pensés pour être des bateaux et qui n'en deviendront jamais. Il y a une sorte de poésie absolue à aller dans ce paysage, à se promener dans ces forêts, qui ne sont donc pas des forêts mais des ports, on pourrait dire des ports attachés. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps, mais je voudrais parler très vite de 2 derniers projets. Donc, je vais les passer assez rapidement. Je vais passer notamment, juste pour citer celui-ci, il s'agit d'un workshop réalisé avec mes étudiants dans le cadre du master, au mois de janvier, donc c'est tout récent,
avec un architecte, Olivier Jacques, un architecte français, et Laurine Scholl, qui est designer, qui sont venus travailler pendant une semaine avec les étudiants et moi-même autour d'un procédé de cintrage de tubes PVC qu'ils ont mis au point. Donc leur travail m'intéressait, donc je leur ai proposé de venir travailler avec mes étudiants à Pessac, c'est là où est située mon université, en banlieue sud de Bordeaux. Alors, ici, il n'y a pas de milieu, on va dire, naturel de départ, mais il y a plutôt un milieu technique, parce que les milieux, c'est aussi les milieux invisibles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les infrastructures, les choses qu'on ne regarde pas. Et notamment, évidemment, quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais qui m'a toujours intéressé en design, c'est le tuyau, le tube. Parce qu'il n'y a pas d'objet finalement plus utile. On a bien vu les perches pour recueillir les figues de Barbarie. Un tube, c'est quand même un connecteur, c'est un élément indispensable à la vie sociale. Mais évidemment, ensuite, quand c'est enfoui, on l'oublie. Donc, ce workshop consiste à récupérer avec les étudiants des tubes de PVC issus de chutes de chantier et de travailler au réemploi. C'est-à-dire comment on peut réemployer des tubes de PVC qui ont été cassés, qui ont été coupés, qui ont été jetés tout simplement et qui vont finir donc dans une décharge. Alors, c'est l'objet de ce workshop. Je vais passer la vidéo que je voulais vous montrer là parce qu'elle détaille un peu le procédé. Donc, je peux vous fournir le lien si vous voulez pour aller voir le travail des deux designers et la méthode qui est open source, c'est-à-dire elle est donnée sur leur site pour que chacun et chacune puisse s'en saisir. Et je vous montrerai après comment ça marche. C'est une technique de cintrage des tubes de PVC qui part de la cocotte minute et qui est finalement très simple à utiliser. Surtout très économique parce qu'il est avec un minimum de dégagement thermique pour arriver à un cintrage. Alors la méthode est toujours la même, hein. On se demande comment avec les étudiants on va pouvoir utiliser des tubes de PVC à un nouvel usage, mais en conservant ce qui me semblait important, finalement l'usage premier du tube de PVC qui est de conduire de l'eau finalement. Donc on choisit avec les étudiants de travailler à des structures qui vont permettre l'été, sur le site de l'université, lors de festivals, de se rafraîchir en utilisant un minimum d'eau, c'est-à-dire faire des douches mais très économes en eau. Alors le procédé, le voilà, vous voyez les tubes de PVC. On utilise une cocotte minute qui est reliée à des tubes, alors je vous remontrerai après parce que je vais passer un peu vite. On fait chauffer en température l'eau qui est dans la cocotte minute, la vapeur vient dans le tube PVC qui est bouché par deux bouchons de liège, et puis à un certain moment, le tube devient souple, il devient sa propre étuve. Normalement, pour faire du cintrage de bois, notamment, on va mettre ça dans une étuve. Ici, le tube est sa propre étuve. Quand il est chauffé par la vapeur d'eau, on va pouvoir le tordre et lui donner la forme que l'on veut. Bon, les étudiants travaillent classiquement par maquette, avec des fils de fer, pour essayer de voir comment une longueur de 4 mètres de tube, par exemple, permet d'obtenir des courbes plus ou moins importantes. On dessine à l'échelle 20e, on travaille comme d'habitude. Mais, encore une fois, on travaille aussi avec des techniques qui, pour moi, sont des techniques médiévales. Hein, c'est-à-dire qu'on n'invente pas le fil à couper le beurre. On repart de procédés très anciens qui consistent à tracer au sol des gabarits et ensuite à fabriquer des gabarits spécifiques. Des gabarits, encore une fois, situés parce qu'ils dépendent du projet, de l'intention, mais aussi de ce qu'on veut faire, ici, du cintrage à la vapeur de tubes PVC. On fabrique des pièces uniques, finalement, qui vont servir à ça. On allie des techniques, la menuiserie et le cintrage du tube PVC. Moi, ce sont ces objets quasiment qui m'intéressent le plus, c'est-à-dire ceux qui servent à donner forme plutôt que la forme obtenue, les contreformes, qui permettent quand même de produire en petite série des coudages, des cintrages de tubes. On achète quand même quelques éléments dans le commerce parce qu'on ne peut pas non plus tout inventer. Faire. On achète des vannes, on achète des connecteurs qui vont permettre justement de travailler sur les lois de la physique, voir comment on peut stocker de l'eau, quelle quantité d'eau on peut stocker dans des tubes, comment on fait une douche. Alors, on réinvente là, des procédés et puis on voit que c'est pas si simple. Et ensuite, on va sur le site, alors ici, d'un terrain de sport à l'université qui permet pendant les festivals d'été, d'organiser des tournois de beach volley notamment, en essayant de voir si en les connectant au système d'arrivée d'eau, on peut obtenir ces douches économes. Comme on est au mois de janvier, bon, on ne met pas en situation directement, donc on revient à l'intérieur pour essayer de voir les différentes configurations, voir les différentes connexions possibles, les microstructures qui peuvent être obtenues avec ce procédé.
Ouais. Est-ce que j'ai le temps de présenter un dernier projet? 5-10 minutes, je vais essayer de faire très vite. Oui. Alors, un dernier projet qui est, on va dire, une forme que j'aime bien employer avec ces étudiants, qui est le terme de chantier-école. C'est-à-dire se dire que le projet n'est pas né en salle, il n'est pas né, on va dire, dans l'atelier, même si l'atelier, c'est un lieu que j'aime beaucoup, mais il naît aussi sur le lieu du chantier, c'est-à-dire le chantier comme lieu du savoir. Et là, c'est dans le cadre d'un projet que j'ai conduit avec une ébéniste designer qui s'appelle Sophie Lecomte à Bordeaux, avec qui nous avons travaillé, qui était ma professeure, parce que j'ai moi-même suivi une formation en ébénisterie de quelques mois, donc très modeste, mais pour essayer de comprendre justement ce que c'est que le travail du bois, et puis travailler finalement avec elle, parce que quand j'ai connu cette ébéniste en tant qu'enseignant, je me suis dit que c'était parfait de la faire intervenir devant des étudiants. Donc on a travaillé ensemble sur un site qui est le site de la Villa Valmont à Lormont, c'est au nord de Bordeaux, puis je vous parlerai très rapidement après d'une petite ville des Landes, Saint-Yaguen, avec laquelle ce projet a des connexions. Alors le lieu de la Villa Valmont, c'est un lieu assez beau à Bordeaux, une ville très plate, contrairement à Oran, sur lequel on a une partie quand même un peu en hauteur, sur lequel les grandes familles bourgeoises qui vivaient du négoce du vin au XVIIIe siècle se sont fait construire de belles demeures avec une très belle vue, et qui sont devenues aujourd'hui ces propriétés, heureusement parfois des domaines publics, des lieux publics, notamment cette villa qui est devenue donc un lieu de résidence d'écriture pour les écrivains et les écrivaines, d'écriture et du paysage. C'est intéressant parce que c'est la liaison entre l'écriture et le paysage. Donc on est dans un beau parc, avec une chartreuse, c'est une construction locale assez courante dans le Bordelais, maison à plan symétrique. On est sur un coteau, donc avec une succession de parcs. Il y a beaucoup de parcs sur ces hauteurs là-bas à Bordeaux, donc on a un environnement paysager assez intéressant. Voilà où se situe Lormont, pour vous dire qu'on est dans une sorte de guirlande de parcs, avec des randonnées d'ailleurs qui peuvent se faire dans ce contexte-là. Ça, c'est le plan du domaine de la villa. Donc un beau parc arboré avec des essences variées. Une très belle vue sur la ville, on est sur des hauteurs, avec comme ça un point de vue assez haut. Quelques captures d'écran du compte Instagram de la villa pour vous dire que c'est un lieu qui accueille du public, pour des lectures, pour des performances théâtrales, pour des repas, des choses assez conviviales généralement. Pour les résidents aussi qui peuvent donc dans ce lieu trouver, on l'espère en tout cas pour eux, de l'inspiration. Toutes ces situations, on peut les voir donc à travers le site, mais en allant sur place, découvrir évidemment si tous les recoins d'un site, ça fait partie de la méthode. Mais on va surtout aussi travailler avec le texte, parce que le texte fait partie du projet, notamment un très bel ouvrage de Michael Jacob, qui est enseignant en histoire de l'art à l'école des hautes études à Genève, qui écrit La poétique du banc. Et on décide donc de travailler sur le banc, parce que le banc, pour moi, c'est vraiment comme le tube, peut-être un des objets majeurs de société, c'est celui sur lequel on s'assied, donc c'est normalement pas fait pour être vu, c'est fait pour être utilisé, c'est le pur usage. Et donc avec les étudiants, dans un premier temps, on s'amuse en atelier à créer des bancs ad hoc, avec ce qui nous tombe sous la main, avec des propositions plus ou moins absurdes, plus ou moins audacieuses, plus ou moins ergonomiques. Mais des bancs, parce qu'après tout, un banc, dans la définition, c'est une surface plane. Donc ça laisse quand même pas mal de place à l'imaginaire. Après ça, on visite une scierie à Saint-Yaguen, parce qu'il nous semble que ce qui est important quand on travaille avec un matériau, c'est savoir d'où il vient. Et comme on est dans une région, la Nouvelle-Aquitaine, qui est plantée d'arbres, de pins sylvestres, on va dans une scierie comprendre le processus qui va du milieu naturel vers ensuite le milieu technique. On apprend plein de choses avec les gens qui travaillent à la scierie, évidemment. D'où viennent les pins, pourquoi certains pins à 50 km près sont inexploitables parce qu'ils donnent trop de résine, parce qu'il fait trop chaud, ou bien d'autres sont plus intéressants parce que justement moins résineux. On regarde avec les étudiants tout simplement le passage de l'arbre à la planche. Et puis on décide pour ce projet de travailler avec juste 2 éléments très simples, une lame de terrasse en pin sylvestre et puis un contreplaqué travaillé lui aussi dans la région, alors pas dans les Landes mais plutôt dans le Limousin, de l'autre côté de Bordeaux. Et on va choisir ensuite 3 sites sur le lieu même de la villa. Un premier, c'est cette vieille table de pique-nique un peu curieuse qui nous intrigue parce qu'elle est courbe.
personne ne sait d'où elle vient. Un autre site qui est une espèce de contrefort en aglo en dessous de la terrasse de la villa, qui sert normalement juste à maintenir le terrassement. Vu l'état de la fissure, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis un troisième site qui est une ancienne terrasse complètement ensevelie sous la végétation, où règne encore je ne sais pas le nom, mais enfin vous voyez comme moi, donc une palette abandonnée, détruite. On va donc repérer avec les étudiants ces différents lieux, ces trois sites, les repérer avec différents outils, produire des films. Moi, j'aime beaucoup l'idée que le film est un moyen de repérer un site, de s'en détacher aussi, de le regarder différemment. Bon, ça sont des sites produits par photogrammétrie, donc à partir de vidéos, on produit des modèles 3D qui donnent un côté très étrange aux images, mais donner un côté d'étrangeté à l'image, ça permet aussi de se débarrasser parfois de certains poncifs sur la naturalité des lieux, d'entrer aussi dans un autre type de regard. Et puis on va essayer de penser des objets qui naîtraient du site, c'est-à-dire qui n'auraient pas été pensés à l'avance par des étudiants en design qui viendraient ensuite être placés dans un environnement, mais comme si le site nous disait quoi faire. C'est ce qu'on essaye de trouver ici dans cette logique de design situé. Bon, là, on a ces structures quand même aztèques tout à fait surprenantes dans le Bordelais. On va décider donc de travailler avec la structure, se servir de ce support finalement qui est déjà là. La palette qu'on pensait dans un premier temps peut-être exploitable est quand même en mauvais état. Donc on dit que finalement, on va peut-être en faire autre chose. On va travailler donc, encore une fois, 3 bancs, 3 modèles qui vont être très différents parce que pensez encore une fois pour 3 sites à l'intérieur d'un même site. C'est-à-dire, finalement, dans le site, il y a déjà des millions de sites possibles. Là, on a des photos de ce chantier école dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire comment une situation de travail n'est pas la réalisation finalement des modèles 3D qui ont été pensés en atelier, mais sont les moments où on vérifie que toutes les erreurs de conception qui ont pu être faites quand on dessine in abstracto et qu'on est chez soi et qu'on n'est pas sur le site. Comment on règle les mesures, comment on réadapte les outils, comment on invente aussi en fonction des outils dont on dispose. Comment le sol génère aussi des prises en compte particulières. On règle les hauteurs, on réfléchit à la bonne hauteur, au bon endroit, au bon niveau. On teste, donc il y a du prototypage, c'est qu'on peut tester. On voit que ça casse, donc on se dit qu'il y a un problème, donc il faut continuer à réparer. Voilà, on obtient donc 3 objets qui sont 3 objets en dialogue avec le site, la situation. On choisit des images rapidement, mais c'est juste pour montrer la coopération, le travail de coopération, puisque là c'est important. Personne n'est chef de chantier, chacun travaille avec l'autre. Le site devient un laboratoire aussi, on sert des éléments pour travailler. Voilà, je vais terminer sur ces images, mais bon, le montage, voilà, l'expérimentation directe, encore une fois, une forme d'improvisation et de jeu avec le site consiste à non pas à penser des objets spectaculaires, non pas à penser des objets qui seraient réplicables finalement et qu'on pourrait reproduire à l'infini, mais penser des objets pour commun. Alors on est dans des situations un peu privilégiées, le contexte de travail, mais on essaie aussi de trouver finalement des lieux dans lesquels le design peut être fait pour le commun. Des espaces publics, des espaces ouverts au public, des espaces comme la Villa Valmont ici qui sont quand même assez intéressants parce que c'est des espaces dans lesquels le public vient gratuitement, comme ici, assister à des conférences, assister à des lectures, assister à des événements culturels. Et puis, moi, vraiment, ce qui m'intéresse dans ces moments-là, c'est la convivialité aussi du chantier, c'est-à-dire le plaisir d'être tous ensemble, à égalité d'ailleurs entre enseignants et étudiants. Tout le monde travaille ensemble, personne n'a le savoir absolu, on discute, chacun amène son intelligence au projet. Et puis, on a un banc finalement qui doit être tout banc, finalement, un lieu où
on se rassemble. Ça tenait. Ça tenait. Voilà, Ouais. c'est le crash test pour montrer que c'est solide. Mais encore une fois, pour moi, ce qui est le moins important dans une situation, c'est au sens situationniste, de construire une situation, c'est-à-dire non pas tant des objets, parce qu'on s'en fiche de ces objets finalement en tant qu'œuvre, ils n'ont pas tellement d'intérêt, on les a peut-être déjà vus d'ailleurs. Ce n'est pas les objets qui sont intéressants. Pour moi, c'est les comportements. Encore une fois, l'objet est au service d'un comportement, il est le médiateur entre un être humain et puis son milieu. C'est la façon dont ensuite voilà, les corps trouvent une forme de liberté par l'intermédiaire de ces objets produits ici. Voilà. Alors je termine, je passe ces exemples parce que je suis déjà très long, donc je vous remercie pour votre attention. Merci.